Hello, hello mes petites lumières. Bienvenue avec moi, bienvenue ce dimanche 21 juillet. Ici c'est fête nationale en Belgique et je viens d'avoir un échange ici avec quelqu'un particulièrement, j'ai envie de dire, intéressant parce que ça soulève des choses qui ont beaucoup marqué ma vie. Donc je me dis que ça peut peut-être vous parler, vous faire réagir et que vous me disiez ce que vous en pensez. En fait, très longtemps dans ma vie, euh, ce sont des croyances qu'on peut avoir chacun. Je ne dis pas qu'elles sont bonnes ou mauvaises. Je ne juge aucunement le choix de chacun d'être ou non dévoué à sa famille, à ses amis, à son chien, peu importe à qui, à quoi, à comment, hein. Il n'y a aucun jugement de ma part, c'est une simple pensée, analyse, réflexion quant à mes expériences de vie, du passé, de qui je suis, de ce que je deviens. Donc comme d'habitude, ce sont des portes que j'ouvre à se questionner chacun par rapport à son propre fonctionnement et à voir si c'est exactement ça que vous voulez ou pas, si c'est votre besoin, votre vie à vous, ou si c'est finalement des choses dans lesquelles vous avez été éduqué, dans lesquelles vous avez vécu des situations qui vous ont fait devenir comme ça malgré vous parfois, parce que bon, on peut avoir un parent malade. Moi j'ai été longtemps l'infirmière de service de ma famille. Mon père était malade des nerfs, il s'est suicidé il y a plus de 20 ans maintenant, donc j'ai tenu comme un enfant mon père par la main, je me suis occupée de ses affaires financières et autres avant même de m'occuper de mes propres affaires. Petit exemple que je vous livre pour vous expliquer que je me suis retrouvée dès mon plus jeune âge à prendre en charge émotionnelle, financière, administrative, psychologique, un adulte qui aurait dû le faire pour moi. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait, mais à prendre un rôle qui n'était pas le mien, à me dévouer. Alors bon, je vais faire un parallèle qui va faire sourire certains. Je suis du signe du Verseau, donc déjà un signe très altruiste de base, mais aussi avec un ascendant Balance. Et on sait que l'ascendant Balance a tendance à beaucoup se plier pour les autres, à s'oublier. Donc certainement, c'était peut-être écrit dans les étoiles que je devais être comme ça, ou simplement c'est effectivement ma situation de vie, ma famille. Alors ne dit-on pas qu'on choisit la famille dans laquelle on est, nos pères, nos mères, et c'était peut-être justement ce que je devais transcender dans cette vie, peut-être justement. Alors justement, la question est, est-ce que quand on se dévoue pour les autres, comme Mère Teresa, euh, ou autre, est-ce que justement on a une mission de vie à devoir quelque part se dévouer toute sa vie pour quelqu'un, pour d'autres? Ou est-ce que justement notre mission de vie est de pouvoir justement, alors je ne vais pas dire se détacher des gens et ne plus être dévoué, c'est pas ça que je veux dire, mais à finalement mettre en œuvre notre vie plutôt qu'effectivement d'être doué, oui peut-être, dévoué à la vie des autres. C'est le questionnement du jour. Alors je dis pas qu'il y a une réponse meilleure que l'autre, hein. Je crois qu'on aura chacun des réponses différentes parce que pour certains, comme par exemple Mère Teresa, j'imagine que pour elle, il était évident que se dévouer pour les autres était sa mission de vie. C'était ça qu'elle devait faire. C'est pour ça qu'elle était là, qu'elle était programmée et qu'elle a mis sa vie entre parenthèses. Maintenant, nous ne sommes pas tous Mère Teresa. Et le questionnement est un petit peu là. Alors on a toujours cette croyance, alors je ne dis pas fausse, mais en tout cas qui peut être limitante, de se dire on doit totalement se dévouer pour ses enfants, on doit totalement se dévouer pour sa famille, pour ses frères, pour ses sœurs, pour nos parents qui se sont dévoués eux-mêmes pour nous, pour nos grands-parents qui, pareil, se sont dévoués pour leurs enfants, pour nous. Certains ont été élevés par leurs grands-parents, donc on sent encore plus le fait de devoir se dévouer pour eux. Et je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien, mais qu'une fois de plus, chacun analysera son propre cas, sa propre situation. De se dire, est-ce que je me dévoue auprès de certaines personnes parce que je m'en sens dans l'obligation, ils ont tout fait pour moi, donc je dois leur rendre de tout faire pour eux. Est-ce que vous êtes une Mère Teresa? Est-ce que euh, vous avez tellement besoin de donner sens à votre vie, peut-être parce que vous ne trouvez pas votre propre chemin, que vous occupez de la vie des autres, et ce n'est pas du tout dit de façon péjorative, donne du sens à votre vie, parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, qui, comme quand on a des problèmes, parfois s'occuper du problème des autres, nous évite de plonger dans nos propres problèmes, dans notre propre noirceur. Il est plus facile. Alors on dira parfois que les psys sont parfois les plus dérangés psychologiquement, et c'est eux qui nous donnent des conseils psychologiques. Bon,
ça situe mon niveau psychologique. Je suis là à vous ouvrir l'espace comme ça, à réfléchir sur vos situations, vos pensées, vos émotions. Parce que les miennes ne sont pas toujours claires non plus. Et je crois que c'est là l'idée d'un bon thérapeute, et je ne prétends pas être un bon thérapeute, mais c'est de pouvoir se remettre en question soi, de questionner l'autre, les autres, soi-même, toujours, tout le temps. Parce qu'on peut avoir besoin à certaines étapes de vie, justement, d'être dévoué pour les autres, parce que les autres en ont vraiment besoin. Voilà, comme je l'ai fait peut-être à une certaine période de ma vie. Quand mon père était là, peut-être, bon, c'était pas de moi, à mon âge, à le faire, mais j'ai su fille unique. Toute la lignée paternelle, ce sont des enfants uniques. Donc on est chaque fois tout seul, en fait, pour les avantages, mais aussi pour les inconvénients. Donc on doit se démerder, on doit rebondir, on doit être résilient, on doit être plein de ressources à tout niveau. Donc on apprend à être autonome, mature avant l'heure, et encore plus quand on a effectivement des parents dont on doit s'occuper. Et ça nous force effectivement, je dis bien force parce que ça nous oblige, comme je dis, à être mature avant l'heure, et en même temps ça nous force à nous occuper des autres. Et comme je dis, ce n'était pas forcément quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, de mon ressort de devoir faire ça, mais je l'ai fait parce que c'était comme ça. Je ne me suis pas reposé la question. Et revenir maintenant à analyser pourquoi je l'ai fait ou pas, je ne sais pas si c'est peine perdue, inutile ou autre, c'est fait, c'était vécu, c'était vécu. La question à se poser, c'est est-ce que je dois continuer à perpétuellement me dévouer pour les autres, encore et encore, au point de mettre ma vie à moi, entre parenthèses, ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, mes amitiés, mon envie de liberté avec des voyages, peu importe, hein, vous adaptez chacun suivant vos vies, on a tous des rêves. Certains rêvent peut-être d'aller vivre dans le sud de la France, mais parce qu'ils ont des parents, des grands-parents, ils n'osent pas partir. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais une fois de plus, est-ce que ce sont vos valeurs? Est-ce que ce sont vos habitudes? Parce que ça a toujours été comme ça. Or, des habitudes, ça se change. Est-ce que c'est parce que vous culpabiliseriez, c'est un mot que j'ai du mal à articuler moi-même parce que je culpabilise encore beaucoup pour beaucoup de choses. C'est quelque chose dont j'ai du mal à me défaire, la culpabilité. D'ailleurs, ça fera un prochain sujet. Il y a énormément de raisons qui peuvent faire qu'on se dévoue effectivement à quelqu'un, à quelque chose, à des valeurs, à une entreprise, à un principe. Là, on peut mettre énormément de temps et d'énergie. Une fois de plus, je dis, il n'y a pas de bien ou pas bien. Le tout est de savoir si ça vient de vous, si ça vient d'un besoin profond. Si c'est un besoin profond parce que c'est votre mission de vie, comme Mère Teresa, ou si c'est un besoin de le faire pour remplir votre vie parce que vous n'arrivez pas vous-même à remplir. Et quand je dis ça, c'est pas du tout de façon dénigrante. Parce que parfois, on a la sensation qu'on a une vie vide, qu'on n'arrive pas à la remplir par des passions, par des choses, par quelque chose qui nous nourrit. Alors on va quelque part se servir, entre guillemets, de la vie des autres, des problèmes des autres, d'aller les secourir plutôt que de se secourir soi-même. Il y a cette idée ici de s'occuper, comme je dis, des problèmes des autres pour ne pas avoir à s'occuper des siens. Est-ce que votre dévouement est lié à ce type de façon de fonctionner, une forme de fuite, j'ai envie de dire, de finalement vous occuper des autres parce que il y a une forme de retrait émotionnel vis-à-vis de l'autre parfois qu'on sait avoir. On sait parfois avoir une forme d'empathie vis-à-vis de l'autre en face de soi que vis-à-vis de nous, on n'y arrive pas. Ça revient un petit peu sur la bulle de Viergie, dans la guidance d'aujourd'hui que j'ai mise par rapport à la pleine lune, où je parle de pouvoir accepter ses propres zones d'ombre et de lumière, qu'on est fait des deux. Et que si vous voyez trop lumineux sans zone d'ombre, ben certainement vous ne voyez pas bien vos zones d'ombre, il est temps d'aller creuser. Et si vous ne voyez que noirceur et ombre, il est temps d'aller creuser dans votre côté lumineux parce qu'il est là tout autant. En effet, de pardon, plus ou moins 50-50 et de lumière. Parfois, certaines prennent plus de place certains jours et puis d'autres jours, comme dans un couple, là où certains prennent le pouvoir un jour parce que c'est son domaine, et puis un autre jour, c'est l'autre qui va prendre le relais et va peut-être prendre le pouvoir de décision ou de choses ou d'empathie parce que c'est son domaine. Et il faut pouvoir effectivement équilibrer, contrebalancer perpétuellement les situations et les pouvoirs et l'ombre et les lumières. On va pouvoir jongler avec. Et ici, c'est ce qui se passe aussi. Le dévouement peut très bien n'être là qu'à un moment très ponctuel. Mes grands-parents ont été aussi hospitalisés. Ils sont maintenant placés et tout. Et je les ai volontairement placés tous les deux au même endroit, dans des chambres séparées parce qu'ils ne savent pas vivre ensemble. Oui, je sais, c'est marrant.
Mais voilà, on a respecté leurs différences, donc on a pris des chambres séparées puisqu'ils ne savent pas fonctionner ensemble après 40 ans de mariage, ou même que c'est 50 maintenant. Oui, je crois que ça doit être 50. Mais ils sont ensemble, ce qui fait que ça m'a permis à moi, après avoir réglé, géré tout ce qui est administratif, des hospitalisations, après de trouver les maisons de repos, de les placer ensemble, de gérer tout au niveau du CPS pour tout ce qui est, parce que c'est une maison qui est gérée par le CPS, parce que ma grand-mère, elle, n'a pas droit à, elle était indépendante, donc elle a un tout petit truc de retraite, donc elle devait assurer au cas où mon grand-père serait décédé à un moment ou à un autre, même s'il est plus jeune qu'elle, que ce soit pris en charge, donc le CPS entre en ligne de compte ici. Donc c'est pas une question de manque d'argent, c'est juste d'assurer, quoi qu'il arrive, sa vie jusqu'au bout, que tout soit pris en charge de façon autonome pour elle, de ne pas devoir dépendre ni de mon grand-père, ni de moi, ni de personne, qu'elle puisse se dire que sa place est là, quoi qu'il arrive pour elle financièrement, qu'elle n'a pas à s'en tracasser, par exemple. C'est ce qui apporte une sécurité aux personnes, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, peu importe qui nous laisse tomber, qui n'est pas là, qui est là, qui meurt avant, qui meurt après, il y a toujours quelqu'un. Ça m'a permis, en faisant tout ça, toutes ces mises en place administratives, de me permettre de moi, pouvoir me reculer un peu, de moi me dévouer, d'être moi présent tout le temps, tous les jours, de me sentir obligée d'être là en permanence, de culpabiliser quand je ne suis pas là. Parce que je sais qu'elle n'est pas seule. Mon grand-père est dans la même maison, que s'il devait partir, il s'est pris en charge. Voilà, j'ai tout mis en place pour pouvoir me permettre de retrouver une forme d'autonomie, une forme de liberté, de pouvoir être dévouée, mais quand c'est nécessaire, quand on a besoin, pas tout le temps, pas en permanence, pas d'être au taquet et d'essayer, j'ai eu à d'essayer, parce que la culpabilité et moi, c'était, je dis, ce sera un autre sujet que je vais faire, ce sera le prochain, d'essayer de ne pas trop culpabiliser en me disant, voilà, tout est là, tout est organisé, je ne vais pas dire elle est le cul dans le beurre, mais à peu de choses près, elle n'est pas seule, elle a ce qu'il lui faut, elle a ses meubles, elle a tout son environnement dans sa chambre, elle a tout ce qu'il lui faut, voilà, se dire que on est là bien sûr, mais on ne doit plus être dans cette espèce de dévouement total, permanent, qui fait qu'on s'oublie, qu'on met sa vie entre parenthèses, qu'on s'empêche de faire énormément de choses qu'on voudrait, qu'on pourrait faire, mais que est-ce que c'est une excuse de dire oui, mais il y a telle personne que je dois m'occuper, oui, mais il y a ceci. Vous savez, ces excuses qui, même quand elles ne sont plus là, on se rend compte qu'on ne fait finalement toujours pas les choses parce que finalement c'était des fausses excuses, parce qu'on avait peut-être peur du changement, peur de faire. Et c'est une question, voilà, à se dire, est-ce que le dévouement ne serait pas une part de fuite parfois? Alors je dis, il ne faut pas mal le prendre quand je le dis comme ça, parce que c'est peut-être pas votre cas, hein. Comme je dis, c'est tout simplement un questionnement à voir, parce que parfois c'est quelque chose qui est bloquant justement, de vouloir à tout prix se dévouer à nos enfants, à nos familles, à notre boulot, et puis se rendre compte que finalement, ce n'est peut-être pas notre vocation, ce n'est peut-être pas ce qu'au fond de nous, on veut, ce dont on a besoin, mais qu'on a appris à vivre avec, parce que finalement, c'est une forme d'échappatoire, une forme de fuite, une forme d'excuse pour peut-être pas vivre notre propre vie, que peut-être à nos yeux, on trouve peut-être trop vite, pas assez de sens, pas assez... Et que finalement, on remplit notre vie de la vie des autres pour avoir cette sensation que notre vie a un sens, qu'on est là pour quelque chose, alors qu'en fait, il suffirait qu'on... Alors, il suffirait que... C'est-à-dire, c'est un énorme truc, il suffirait que qu'on arrive à trouver soi-même le sens de notre propre vie. Et je vous avoue que je ne sais toujours pas pour ma part. Je me suis dégagée de beaucoup de choses qui faisaient obstruction à ça. Et effectivement, j'ai du mal parfois à ne pas recourir dans cette façon de faire, de fuir mon propre vide. J'ai fait volontairement du vide autour de moi, dans les situations, dans les activités, dans les gens. Pas parce que je n'aime pas les gens ou que je n'aime pas certaines activités, mais pour de laisser place à des vraies choses vibrantes qui vous font grandir, qui vous font évoluer, qui font partie de votre vie, de qui vous êtes. Et là, c'est vrai que parfois, j'en suis à un stade où ma vie est vide et à certains moments, je me dis « Ah, c'est bien », et il y a des moments où je me dis « Panique à bord, il faudrait que je la re-remplisse », mais vu qu'il n'y a rien de spontanément qui revient à la re-remplir avec des passions ou un amour ou des choses qui seraient vibrantes, qui justifieraient d'avoir cette place disponible,
où on aura envie d'aller boucher à tout prix, vite, 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 il faut remplir, on va aller faire ça, on va les dévouer pour les autres, on va aller s'occuper des problèmes des autres, puisque là pour l'instant moi j'en ai pas, j'ai éliminé mes problèmes, je n'ai pas de problème, c'est trop vite, c'est pas normal, au secours, il fait trop calme, vous voyez ce que je veux dire? Et qu'on retourne vers effectivement ce côté dévoué, ce côté je m'occupe des autres, des problèmes des autres, de la vie des autres. Et comme je dis, hein, c'est assez typique des personnes qui sont empathes, altruistes, qui sont habituées à mettre les autres en avant, parfois plus que soi-même, comme certaines infirmières et autres. Hein, on parle souvent du syndrome des infirmières. Et c'est là qu'on a tendance à être bloqué dans ce fameux triangle de Cartman, hein, avec le bourreau, la victime et le sauveur. Et c'est vrai que j'ai été énormément... alors on passe tous dans les trois phases, hein, suivant les interactions qu'on a. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucun rôle qui est bon, en fait. Hein. Alors oui, on préfère être un sauveur. Ah, pourquoi? Parce que victime, c'est pitoyable. Victime, c'est pitoyable. Bourreau, c'est atroce d'être bourreau. Hein. Être sauveur, c'est bien. Non, parce qu'être sauveur, on est paternaliste. Être sauveur, on se met en position de parent avec l'enfant. Être sauveur, on a l'impression d'être là pour sauver les autres, on est dans un rôle de guérisseur, de sauveur, qu'on a les réponses à tout. Ce n'est pas forcément une position, alors je ne vais pas dire honorable, mais une position saine. Voilà, c'est ça en fait le problème des trois, de ce triangle de Cartman, c'est qu'aucune position de ces positions n'est saine. Même si on a l'impression que le sauveur, c'est la plus saine des trois, elle n'est pas saine. Parce que l'idéal, c'est d'avoir des interactions d'adulte à adulte. Ni dans la victime, où on est « Oh, le pauvre petit oiseau, que c'est toujours la faute des autres, moi, c'est pas de ma faute, je ne peux rien faire. » Et on a forcément, à côté d'une victime, toujours un bourreau. On peut aller effectivement flageller du « Tu n'as pas fait ça, tu n'as fait ça, t'as fait ça, t'as... » Voilà. Et moi, pauvre petite victime, je subis. Et puis le bourreau, qui lui, est forcément, dans le bon comme dans le mauvais, parce qu'une fois de plus, comme dans tout ce que je disais tout à l'heure, dans la guidance du jour, il y a du bon et du moins bon en toute personne, en tout caractère, en toute carte. Et là, dans les trois trucs du triangle de Cartman, il y a en chaque bourreau parfois une conviction, une idée qu'on sait mieux que les autres, qu'on décide à la place des autres. Aussi, hein, comme le sauveur, comme quoi je vous disais que le sauveur n'est pas si loin du bourreau, où on contrôle l'autre. Alors parfois contrôler, c'est pour le bien des autres, c'est contrôler pour être rassuré, parce qu'il y a aussi des faiblesses dans le contrôlant, qu'il y a aussi des faiblesses dans le bourreau, que souvent le bourreau était lui-même victime. Donc généralement, le sauveur est bien vu. Mais le problème du sauveur, c'est qu'il s'oublie, qu'il ne fait plus les choses pour lui, qu'il fuit, qu'il les lâche en fait le sauveur. Et je ne dis une fois de plus pas ça du tout méchamment, c'est juste, j'utilise des mots forts pour faire réagir, pour montrer qu'il n'y a aucun jugement de ma part. Je me ressens, je vous ai dit, j'ai voyagé à mon avis dans les trois, comme tout le monde, et beaucoup dans le sauveur, puisque je dis, j'ai été infirmière depuis mon plus jeune âge, au sens propre comme au sens figuré, de par ma situation d'éducation avec ma famille, avec mon papa, que après, voilà, j'ai toujours eu tendance à être l'amie psy. J'étais pas l'amie gadailleuse, même si j'ai eu mes phases de gadaille aussi, mais j'étais plutôt l'amie psy, celle qu'on vient trouver, à qui on dit « Ah, t'as toujours le bon mot, toi, pour me faire rebondir, t'as toujours la bonne phrase, t'as toujours le bon... » Je viens te trouver et t'arrives toujours à me redonner le peps, à me voir les choses autrement. Et donc voilà, j'ai été la personne qu'on venait trouver quand on avait besoin d'être un peu secoué, d'être un peu soutenu, d'être un peu compris. Parce que c'est vrai qu'avec le côté empathe, on comprend toutes les situations. On comprend la victime, on comprend le bourreau, on comprend le sauveur, on comprend tout le monde. C'est pas pour ça qu'on va dire à chacun « c'est très bien, bravo ». Mais quand j'ai un bourreau ou une victime, voilà, quand j'ai une victime qui vient pleurer près de moi, bah, je dis écoute, je comprends ton bourreau, écoute, je comprends ton sauveur. Souvent, ça agace la victime, parce que la victime, c'est les victimes, c'est parce qu'elle veut qu'on lui dise oui, mais non, c'est moi la victime. Oui, tu es la victime parce que tu veux bien, parce que tu te places en victime, parce que, comme dans toute victimisation, on accepte de rester là où on est. Alors certains vous diront qu'on n'a pas le choix. Parfois, effectivement, des choix sont plus difficiles que d'autres. Mais si on a toujours des choix. Mais le plus difficile, c'est le changement, c'est d'accepter d'actionner le changement. Et effectivement, quand on est sauveur, bah, parfois, c'est aussi pour éviter d'actionner le propre changement dans nos vies, d'aller s'occuper de la vie des autres, d'aller
guérir les autres qui sont blessés, alors que soi-même on a plein de blessures et qu'on mériterait d'être entendu et d'être guéri, d'écouter notre propre côté victime et d'en tenir compte. Et qu'est-ce qu'on fait avec notre propre côté victime? Eh bien, on joue les bourreaux. On joue les bourreaux parce que pendant qu'on s'occupe de soigner les autres avec notre côté sauveur, on est le bourreau de notre propre victime parce qu'on ne s'écoute pas. On ne s'écoute absolument pas, on s'ignore. Vous savez ce qu'il fait un enfant quand un de ses parents l'ignore? Il dépérit. Quand un enfant réalise qu'un de ses parents ne s'en occupe pas, le dénigre ou a plus d'intérêt pour son frère, sa sœur, un enfant s'effondre ou il devient une petite racaille parce qu'il va se faire remarquer, faire plein de bêtises pour qu'on le cadre, pour qu'on lui montre qu'il existe. Et c'est lui qui devient le bourreau. C'est lui qui devient... Vous voyez, donc quand je vous dis que chaque victime peut être bourreau, chaque bourreau peut être victime et le sauveur a sa place dans un des trois autres, enfin, voilà. Tous se confondent, se mélangent à tour de rôle. Et je dis, tout sauveur, bien souvent, est son propre bourreau et sa propre victime aussi, parce qu'on ne s'écoute pas soi quand on s'occupe des autres autant. Généralement, certains vous diront, comme Mère Teresa, que ce sont les autres qui l'ont soignée en s'occupant des autres. Ça remplit une part certainement très vite chez elle, comme on peut l'avoir tous à certains moments. De s'occuper des autres nous remplit le cœur, nous remplit l'âme, parce qu'on rencontre les autres, on leur parle. On a l'impression d'avoir semé des graines, d'avoir pu les soulager, d'avoir pu les écouter, d'avoir pu les comprendre. Et au final, ça nous nourrit. En tout cas, certaines personnes qui ont ce chemin de vie, comme Mère Teresa, pour garder que cet exemple, mais il y en a bien d'autres évidemment, ce sont des personnes dont c'est la mission de vie et ils se nourrissent de ça. Mais une fois de plus, quand je dis on se nourrit de ça, ça fait très vampire. Hein. Et qui dit vampire dit se nourrir chez les autres. Donc quand on est vampire et qu'on dit « je ne me nourris », je serai la première à vous dire que j'ai fait un vide autour de moi parce que j'aime être seule. Je me nourris de ma solitude. Donc voilà, je m'auto-nourris, donc je ne suis pas vampire dans ces cas-là. Je me suffis à moi-même, c'est de l'autosuffisance. Que d'autres diront « oui, c'est de la solitude, c'est de l'isolement, t'es dépressive ». Non, je m'autosuffis. Alors oui, pour certains diront « mais c'est pas ça la vie, c'est pas l'interaction ». C'est vrai. La vie, c'est l'interaction avec les autres, c'est d'aimer, c'est d'ouvrir son cœur, c'est d'avoir vivre avec les autres, pour les autres. Voilà, c'est cette interaction tout le temps, d'égal à égal, pas de victime, bourreau et sauveur. Parce que comme je vous dis, la victime et le sauveur, il y a ce côté paternaliste, paternalisant, contrôlant quelque part, puisqu'on sait mieux que l'autre, que la victime. On n'est jamais... je vais vous dire, oui, si une invitation à aller quelque part, dans un endroit, voir certaines personnes, ne me nourrit pas davantage que ma propre solitude, ben souvent je n'y vais pas parce que si c'est pour effectivement aller, entre guillemets, me forcer à aller dans tel ou tel endroit, voir des gens, dans du monde, dans du bruit, et je ne mets en rien la valeur des gens quand je dis ça. Je ne compare pas les gens, je ne dis pas que les gens n'ont pas de valeur, je ne dis pas que les gens... c'est l'interaction que moi je vis. C'est ce que moi je ressens, ce que moi je vibre. Je ne juge en rien les personnes. Je ne les compare pas entre elles, ni par rapport à moi, ni entre elles. Je dis juste ce que ça m'apporte, ce que ça me fait vivre, ce que ça me fait ressentir à moi. Je ne parle que de moi dans cette situation. Il n'y a aucun jugement de personne de l'extérieur ou même de moi. Je parle de mes sentiments, de mes émotions, de ce que ça me fait à l'intérieur. Si je vois que ça ne me nourrit pas plus d'être dans un environnement que d'être seule chez moi avec ma propre compagnie, pourquoi irais-je me nourrir de moi alors que je peux avoir plus? Alors oui, parfois, quand on le fait pour l'autre, parce qu'on veut faire plaisir, parce qu'on veut se dévouer, parce que là, c'est nécessaire, bien sûr, on se dira, je me nourrirai de moi-même ou d'autre chose plus tard. Là, pour l'instant, l'urgence, elle est d'aller aider telle personne, de secourir telle personne, comme je dis, momentanément, pas tout le temps. Parce que cette personne-là a besoin, parce que cette personne-là a été là pour nous, parce que c'est du donner et du recevoir, parce qu'il y a un équilibre dans les échanges, et là c'est fluide. Donc le dévouement, effectivement, est beaucoup plus aisé et beaucoup moins malsain, si on peut dire ça comme ça, parce que je n'aime pas dire que le dévouement est malsain, c'est pas juste, c'est pas vrai, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire dans le côté dévouement quand il est excessif, quand il est permanent, quand il n'a plus vraiment peut-être lieu d'être.
Sauf si ce n'est de se fuir soi-même et de remplir peut-être une zone vide en soi qu'on a besoin de se donner du sens à sa vie et sans être Mère Teresa. Parce que Mère Teresa, c'est le sens de sa vie. Mais comme je disais, je crois que nous ne sommes pas tous des Mères Teresa, je crois que nous sommes tous beaucoup plus lâches, entre guillemets, une fois de plus sans le prendre mal pour chacun d'entre vous. Parce qu'on a plus tendance à fuir notre vie, notre manque d'estime de nous, notre manque de valeur. Alors si, on se sent valorisé auprès des autres quand on va les aider. Ah, je les aide, j'ai su donner les bons mots, j'ai su le guérir, je l'ai soutenu. On se sent valorisé. On se valorise soi-même d'avoir aidé les autres, de l'avoir soutenu. Ah, t'as vu, j'ai fait ça. Ah, t'as vu, j'ai dit ça. Même si on ne le dit pas, hein, au fond de soi, on dit, ah, aujourd'hui, je l'ai aidé à déménager. C'est bien, je suis contente, je suis fière, j'ai fait un truc pour lui, j'ai fait un truc pour elle, j'ai fait un truc bien. Donc on ne le fait pas toujours pour l'autre, mais pour pouvoir, en guillemets, s'enorgueillir, je ne sais plus si ça se dit comme ça, d'avoir fait quelque chose de bien pour l'autre, de dire, ben voilà, pour tout ce qu'il a fait pour moi, je l'ai fait, je lui ai rendu. Comme ça, je me sens, entre guillemets, plus redevable. C'est 50-50, hein, il m'a donné, j'ai rendu, c'est égal, c'est égal. Donc on l'a fait, pas plus pas par le cœur ou par obligation, mais pour garder cette forme d'équilibre. Et j'ai envie de dire, dans l'absolu, c'est ça, sauf si on le fait que pour garder l'équilibre. Ce n'est plus spontané, c'est fait exprès, parce qu'on se dit, bon, on m'a donné, donc je dois rendre. Et c'est là que parfois on tombe dans des dévouements qui sont malsains, parce que parfois quelqu'un va dire, ah ben tiens, je vais te rendre service, je fais ça gratuitement, ou tiens, je vais venir t'aider. Mais si cette personne-là, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, vient vous rendre service, fait ceci pour vous, fait ça pour vous, et elle vous le dira, je le fais avec bon cœur. Oui, elle le fait avec bon cœur. Mais si au bout d'un moment, à faire les choses avec bon cœur, elle a la sensation que, en retour, elle n'a rien. Alors, le problème, c'est que on va vous donner des choses, vous allez parfois avoir tendance à vouloir rendre la même chose, ce qui n'est pas toujours idéal, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités. Si cette personne vient vous aider à déménager, c'est pas pour ça que vous saurez aller l'aider à déménager, parce que vous n'êtes peut-être pas bâti, vous êtes peut-être bâti comme une biscotte, du coup, aller déménager. Alors vous me direz, oui, on peut tous porter quelque chose à notre niveau. Oui, mais certains vous diront qu'ils ont peut-être des problèmes de dos, de ci, de là, ou que c'est pas... Voilà, mais qui seront là en soutien psychologique, qui seront là en conseil, ils seront là pour vous apporter une tarte quand vous n'êtes pas bien, pour vous donner peut-être un petit coup de téléphone. Chacun va pouvoir remplir son rôle à sa manière. Donc, il n'est pas nécessaire de toujours rendre exactement l'appareil de ce qu'on vous a donné. Mais il faut quand même malgré tout que les choses soient fluides. Comme je disais dans Cartman, que le face-à-face soit d'adulte à adulte et pas d'un enfant, de la victime, au côté paternaliste de sauveur. Donc, il y a toujours cette nécessité que les échanges soient fluides. Quand on se dévoue, c'est rarement fluide. Alors on peut se dire, oui, ma mère m'a donné, mes grands-parents m'ont donné, maintenant ils ne savent plus me donner, mais quand j'étais bébé, je ne sais pas leur donner non plus. Si, vous leur avez donné de la joie aussi. Ils avaient bon de rire avec vous, de vos bêtises, de vos sourires, de votre panade plein les cheveux. Alors oui, c'était différent. Mais je vais dire, on doit faire les choses pour bien faire avec le cœur. Alors beaucoup me diront, mais si je suis dévouée à mon père, à ma mère, à mes sœurs, à mon chien, c'est parce que je les aime, je le fais avec le cœur. Oui, mais il y a un moment où j'ai l'impression que c'est plus pour cette sensation d'être utile, de se remplir, et le mot utile n'est pas choisi par hasard ici. Je ne veux pas de gens utiles dans ma vie. Maintenant, si effectivement l'équilibre est tel que on est toujours dans une interaction de soutien en donnant ce qu'on est, et pas simplement pour vouloir se rendre utile parce qu'on veut exister au regard de l'autre, on veut avoir donné du sens à notre vie, du sens à notre action, parce que c'est ça aussi parfois. On se dévoue pour donner du sens à qui on est. Voilà, je suis ça. Qu'est-ce que moi je peux faire pour cette personne-là? Et c'est très très bien de se poser la question et de vouloir enrichir la vie de l'autre et de vouloir donner du sens. Et je ne critique absolument pas ça. Je ne remets pas ça du tout en considération, ni en cause, ni à dévaloriser ça. Absolument pas. Mais une fois de plus, c'est pour amener à soi, à sa propre image de soi, à sa propre valeur. Qu'est-ce que moi, je peux apporter à cette personne? C'est un questionnement sur, pas tiens, je suis moi, cette personne est là, tiens, je vais donner ça, c'est fluide, je suis ça. Donc, logiquement, on ne devrait même pas avoir réellement à faire, mais simplement à être. Quand on est spontanément, comme je dis, voilà, ah ben tiens, j'ai vu cette publicité là, tiens, je te la donne. Ah ben oui, tiens, que tu me dis ça, moi justement. Et je sais pas, ça avait déjà remarqué dans les amitiés hyper fluides. Moi, j'ai eu ça avec une amie. On a eu des périodes où on était au téléphone toute la journée ensemble, ou sur Messenger, quoique Messenger à l'époque, c'était pas encore comme... C'était MSN.
Et jusqu'à ce que je sois devant sa porte avec mon fils dans le couffin, parce que c'est la marraine de mon fils, on était encore en train de se parler, on trouvait encore à se dire, alors qu'on était au téléphone tout le temps, et on raccrochait le téléphone devant sa porte, et on continuait à discuter, et blablabla. Parce qu'on rebondissait tout le temps, le truc sur... C'est notre grande capacité à nous deux d'ailleurs, c'est de pouvoir se couper perpétuellement dans nos conversations, parce qu'on rebondit sur tout ce que l'autre dit, en fait. Tout ce que l'autre dit vient nous parler, et en fait, on a des esprits d'arborescence. Ça agace profondément énormément de gens de fonctionner comme ça parce qu'on les coupe dans leurs idées. Et donc parfois, ils disent « Mais non, arrête, t'arrêtes pas de me couper. J'étais sur un fil à en train d'essayer de te dire un truc et au final, j'arrive pas à finir ma cause. » Avec elle, ça n'arrive pas. On a un tronc et puis... Et au final, on a 1000 conversations qu'on a commencées qu'on n'a jamais finies. On est bien d'accord. Mais on aura plaisir le lendemain de reprendre. « Ah tiens, on avait dit ça hier. » Et à nouveau, peut-être qu'on ne la refinira pas. Et là, on ne se pose pas de questions. En fait, c'est fluide. On ne se demande pas si on est dévoué, pas dévoué, ce qu'on pourrait bien faire pour se valoriser auprès de l'autre, parce qu'on veut faire quelque chose pour l'autre, parce que l'autre nous a apporté beaucoup. Donc non, c'est fluide. On s'apporte mutuellement tout le temps. Ça, c'est Cartman en dehors, c'est où on est face à face, d'adulte à adulte. Et de temps en temps, oui, on se donne un coup de main, me donne un coup de main. Mais c'est tellement fluide dans l'habitude qu'on fait effectivement ça avec le cœur. C'est spontané. Il n'y en a pas un qui est tout le temps en demande et l'autre qui est tout le temps à devoir se dévouer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, le problème quand on se dévoue, c'est souvent les mêmes qui se dévouent et souvent les mêmes qui prennent. Et c'est là le souci. Et c'est là qu'il faut s'interroger. Est-ce que vous êtes la personne qui tout le temps demande de l'aide et qui en recevez? Est-ce que vous êtes la personne qui est tout le temps en train de dévouer et de courir pour tout le monde alors que vous recevez peut-être très peu dans l'autre sens? Et c'est là que vous faites vous interroger. Quant à savoir si votre dévouement, entre guillemets, est sain, ou si vous êtes sœur Teresa, ou si c'est pour remplir un vide, si c'est pour fuir votre propre vide, votre propre manque d'image de vous-même, où vous avez besoin de... Moi, je sais que quand je faisais l'infirmière par le passé, j'avais l'impression d'être utile quand j'étais l'infirmière des autres. J'avais l'impression que quand j'aidais les autres, ça donnait un sens à ma vie. J'avais l'impression d'exister en étant quelqu'un pour quelqu'un. Parce que quand vous êtes le sauveur, quand vous êtes dans le dévouement, vous êtes le bon Dieu de cette personne. Vous êtes le héros de cette personne. Donc ça vient toucher votre ego, ça vous valorise. Donc vous faites des choses pour l'autre pour être valorisé, ne serait-ce que dans les yeux de cette personne-là, et vous sentir exister, parce que dans vos propres yeux, certains, parfois, vous n'existez pas suffisamment que pour pouvoir avoir cette auto-satisfaction, comme je disais tout à l'heure, hein, de se nourrir soi-même de sa propre énergie et de s'auto-satisfaire. S'auto-satisfaire, c'est de ne pas avoir besoin d'aller chercher la reconnaissance à l'extérieur, l'amour à l'extérieur. Alors, on peut aussi la recevoir de l'extérieur, bien évidemment, et c'est là que je dis tout le sens de la vie, de ces interactions avec l'extérieur. Ça doit être fluide parce qu'on ne doit pas en avoir besoin. L'extérieur, ça doit être la cerise sur le gâteau, ça doit être un bonus, ça doit être un plus, ça doit être fluide. On ne doit pas se sentir obligé de faire ça parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on a reçu ça, donc on a... Vous imaginez les calculs de comptabilité que ça fait? Ce n'est pas fluide, ce n'est pas sain. Tant que vous fonctionnez dans un mode de dévouement, une fois de plus, je ne juge pas, hein, mais c'est juste pour vous interroger, que vous puissiez vous poser les bonnes questions, pour que vous puissiez vous positionner par rapport à ça et vous interroger par rapport à ça, de savoir si c'est... Voilà, si ça vous nourrit, si c'est, une fois de plus, quand je parle de nourriture, hein, se nourrir, si c'est un carburant, quoi. C'est quoi votre carburant dans cette situation? L'idée, c'est de pouvoir être son propre carburant, parce qu'on soi-même de l'amour, de l'attention. On écoute ses blessures quand on en a. On n'a pas besoin d'aller faire la victime pour que l'autre vienne penser nos blessures. On n'a pas besoin de jouer les bourreaux pour que l'autre, entre guillemets, se plie à nos desiderata, parce qu'on va nous-mêmes s'écouter et faire ce qu'il faut pour prendre soin de nous. On n'a pas besoin de rester en couple, en relation, parce qu'on a besoin de l'argent de l'autre. Non, parce qu'on s'autosuffit déjà financièrement. Pareil en amour, pareil sur un tas de choses. Je suis déjà mon propre héros parce que je suis fière de moi quand je fais des petites actions. Donc, je ne dis pas que c'est pour moi, hein, mais c'est un exemple que vous pouvez vous dire. Voilà, oh tiens, aujourd'hui je suis fière de moi, je viens de faire mon jardin, ou je viens de faire ça, ou tiens, je viens de rempoter toutes mes fleurs, je suis fière de moi, je suis contente, c'est un truc que j'ai fait. Voilà, vous pouvez être votre propre héros, vous n'avez pas besoin. Je sais bien qu'on recherche beaucoup ça, surtout par exemple des lions ou des balances, on a besoin de briller dans le regard de l'autre. C'est pour ça que le Verseau, généralement, et le lion s'entendent très bien, parce que le Verseau a besoin de mettre l'autre sur un piédestal, et le lion a besoin d'être mis sur un piédestal. Donc généralement, ce sont deux signes qui sont, d'ailleurs sur le même axe, hein, qui sont souvent dans l'attraction-répulsion, parce que justement, le Verseau peut faire les choses extraordinaires dans le côté original de la chose.
et peut briller, même qui ne le veut pas, qui voudrait parfois être tout seul, qui se replierait sur lui-même, il a un côté très sociable, en même temps très, très solitaire, et parfois va briller ou être moqué, parce que ses idées sont parfois tant farfelues que géniales. Et de l'autre côté, le lion, quand il va voir le Verseau briller, ça va l'emmerder parce qu'il veut briller lui. Et en même temps, le Verseau a besoin de mettre en exergue son compagnon, sa compagne. Donc le lion, lui, il est tout content d'avoir un Verseau qui va le mettre en évidence. Mais si, à un moment donné, le Verseau brille un peu plus que le lion parce qu'il vient de sortir une idée de génie qui marche, mais c'est la guerre, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je fais parfois des comparaisons avec les signes parce qu'on est de toute façon tous influencés par tous les signes, comme je vous l'ai dit. Hein. N'hésitez pas à aller voir le ciel de votre naissance, vous serez étonné de voir à quel point il y a énormément de planètes sous différents signes, et parfois même certains des stelliums où vous ignoriez, dont un signe pouvait autant impacter peut-être votre vie. Et vous avez peut-être dit, ah oui, finalement, je me retrouve assez bien dans telle ou telle typicité de tel signe. Et du coup, tout ça, une fois de plus, en arborescence, je ne sais plus où j'en suis. Je pars dans tous les sens. Parce que je ne prévois jamais en dehors du thème ce que je vais vous dire dans la guidance. J'ai mon thème, voilà, le dévouement. Bon, ça me parle, je viens d'avoir un échange sur le sujet, ça me parle, il y a plein de trucs à dire et voilà, je me lance et j'ai absolument pas organisé ce que j'allais vous dire. Pourtant, je peux être quelqu'un de très organisé, à faire des petits papiers, des petites listes, être très au taquet pour certaines choses, par exemple de l'administratif ou des choses qu'il faut faire, très cadrées. Une fois qu'il est question d'être beaucoup plus, comme je le veux ici sur l'étoile, d'être beaucoup plus authentique, d'être plus spontané, il est hors de question de commencer à faire des papiers comme ça. Donc je veux me livrer à vous totalement, librement, et c'est ce que je vous invite à faire, et à voir si votre dévouement effectivement est dans cette idée de spontanéité fluide, comme je vous parlais avec l'ami en question, ou si vous le faites parce que vous vous sentez redevable, parce qu'on vous a déjà tellement donné, comme les parents par exemple, ils m'ont tellement donné que je suis obligée de rendre. Mais parfois, on ne se rend même pas compte à quel point on a déjà énormément donné et que quelque part, notre dette, elle n'existe plus. On n'a plus de dette, mais on continue à être dans cette dette de loyauté invisible vis-à-vis de la famille, vis-à-vis de n'importe quelle situation. Hein, ça peut être un boulot. Il m'a donné ma chance pour ce boulot, je lui suis redevable. Oui, mais vous allez être redevable combien de temps? Pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Parce qu'on vous a donné votre chance de faire vos preuves. Vous avez bien fait votre taf. À partir du moment où vous avez bien fait votre taf, vous n'êtes plus redevable. Il a eu confiance en vous, vous avez bien fait votre taf, point. Vous n'avez pas besoin d'être redevable, de vous dévouer pendant 30 ans dans votre carrière pour remercier la personne de vous avoir fait confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois de plus, c'est vous dévaloriser. Votre valeur, elle est dans le fait que vous avez bien fait votre travail. On a eu confiance en vous, vous avez bien fait votre travail, la confiance était bien placée. Point. Merci de m'avoir fait confiance. C'est rien mon gars, tu me l'as bien rendu. Terminé. On se trouve toujours des dettes partout. On se tend redevable partout parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, que ce qu'on donne, que ce qu'on est n'est jamais assez et qu'on doit toujours en faire plus pour rendre ce que l'autre nous a donné. L'autre, il nous donne parfois ça et nous, on donne ça, quoi. Puis on dit, oui, mais c'est pas assez, il faut encore que je l'invite au resto, il faut encore que je fasse ça, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'on a l'impression que ce que nous, on est, que ce que nous, on fait, que ce que nous, on donne, ça ne vaut rien à côté de ce que l'autre a fait. Et je ne dévalorise pas ce que l'autre a fait, c'est l'image que souvent on peut en avoir parce qu'on se dévalorise soi. C'est pas que l'autre n'a rien fait. Hein. Souvent, ce que l'autre a fait, pour nous, ça compte. C'est beaucoup. Et une fois de plus, c'est comme l'argent qu'on donne. Donner 1 euro ou 20 euros, c'est quoi le plus important? C'est quoi la plus grande valeur? Donner 1 euro ou 20 euros? Alors tout le monde me dit, bah, donner 20 euros, c'est plus important. Ben non. Si c'est un milliardaire qui donne 20 euros, ça représente quoi? Si le 1 euro, c'est un SDF qui vous le donne, ça veut dire quoi? Donc c'est toujours en fonction de ce que vous avez en vous. Ce que vous avez en vous, plus vous avez, plus c'est facile d'en donner avec fluidité, sans que ça ne vous coûte. Quand ça vous coûte parce que vous donnez plus que ce que vous n'avez ou parce que vous donnez tout ce que vous avez, ça a encore plus de valeur, mais quelque part, vous ne pouvez pas vous dépouiller. J'en reviens une fois de plus au Verseau, qui a sa cruche pleine. Vous ne pouvez donner, de remplir de l'eau dans les verres de quelqu'un que si votre cruche est pleine. Donc le dévouement, il est souvent là. Se dévouer, c'est donner parfois tout ce qu'on est, tout ce qu'on a, et parfois même davantage, parfois même toute sa vie, tous ses projets, tous ses espoirs, tous ses rêves, on les met entre parenthèses, parce qu'on se dévoue à quelque chose, à une cause, à quelqu'un. Et c'est là qu'il faut parfois s'interroger si on n'est pas effectivement dans un emprisonnement, dans un poison pour tout le monde. Parce que plus vous allez en faire, plus vous allez être le héros de cette personne, et plus cette personne se dit, mais jamais je pourrais être redevable, jamais je pourrais rendre à cette personne tout ce qu'elle a fait pour moi. Vous la positionnez, cette personne, dans une position, entre guillemets,
de pseudo-victime parce que cette personne a tellement reçu de vous qu'elle jamais elle ne sera à la hauteur pour vous rendre ce que vous lui avez donné. Donc vous positionnez malgré vous, hein, je ne dis pas que c'est conscient, bien évidemment. Dans un premier temps, ça vous a valorisé, ça vous a apporté, ça vous a nourri, ça vous a fait plaisir de faire plaisir. Parce que ça vous a nourri, parce que vous aviez besoin d'exister, vous aviez besoin d'être le héros de quelqu'un, de briller dans les yeux de quelqu'un, de vous dire que vous aviez fait une bonne action. Donc ça part au départ d'un bon principe, mais qui vous nourrit vous. Et c'est ok aussi dans l'absolu, hein, si vous en avez de conscience et confiance. Le lapsus est certainement révélateur ici aussi. Mais le problème, c'est que plus vous vous galvanisez du « je suis son héros, je brille dans ses yeux, je suis important, j'ai fait ça, je l'ai sauvé, je l'ai aidé, j'ai déménagé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». C'est très bien, c'est très très bien. Et vous imaginez ce qu'elle porte, cette personne qu'elle vous doit? Ben oui, cette personne, elle a fait ça, elle a fait ça. Je ne saurais jamais la rembourser, je ne saurais jamais lui donner tout ce qu'elle m'a donné, je ne saurais jamais lui rendre. Et si en plus c'est une personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas beaucoup de temps, parce qu'elle a peut-être beaucoup d'enfants ou qu'elle travaille durement, mais qu'elle n'arrive pas à avoir de l'argent sur son compte parce que, voilà, elle se dira, mais je ne sais même pas lui rendre, ni avec de l'argent, ni avec du temps, ni en l'invitant au restaurant, ni comment est-ce que je vais pouvoir lui rendre tout ce que cette personne m'a donné. Et vous créez des dettes. Vous créez une espèce de dette où l'autre ne se sentira jamais assez bien, jamais à la hauteur de pouvoir vous rendre tout ce que vous lui avez donné. Et c'est là qu'on recommence ce bourreau et cette victime. Parce que vous avez été sauveur, vous êtes en train finalement de rendre victime en devenant finalement non plus sauveur mais bourreau quelque part de cette personne qui finalement, vous allez accentuer chez cette personne son sentiment de victime et son sentiment de ne pas être à la hauteur, déjà de se sauver de ses propres problèmes, puisque vous êtes toujours là pour l'aider, pour faire tout, et en même temps de ne même pas pouvoir vous le rendre. Elle va se sentir redevable éternellement. Alors oui, il y a des gens qui adorent que tout le monde soit toujours redevable de cette personne. Et il y en a qui rendent des services tout le temps, partout, tout le monde, et qui ne sont jamais dans leur couple, qui ne sont jamais dans leur famille, parce que quelque part, ils ont tellement ce besoin de briller aux yeux des autres, ils ont besoin d'être valorisés, d'être galvanisés, ça les nourrit. D'ailleurs, ils disent, oui, mais j'aime cette personne que je suis quand je rends service. Ben oui, forcément, tu es le héros dans les yeux de tout le monde. Mais finalement, ta compagne, ton compagnon, tes enfants, tu es là pour eux, tu es présent pour eux. C'est parfois la question qu'on se pose, parce que j'ai connu cette expérience. J'avais quelqu'un qui rendait service à tout le monde. Moi, il n'était jamais là. Donc, il y a un moment où il y a ce côté, pourquoi est-ce qu'on se dévoue? C'est la question que vous devez... Enfin, vous devez, non, vous ne devez rien du tout. Mais si vous êtes devant cette vidéo et que vous vous interrogez, et que ce sujet finalement vient vous chercher, et que vous vous posez la question de savoir, oui, finalement, moi, mon dévouement, pourquoi est-ce que je suis dévouée? Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une façon de me remplir? Est-ce que j'ai besoin de briller dans les yeux de l'autre? Est-ce que moi-même, je me sens redevable tout le temps de l'autre? Est-ce que moi, j'ai l'impression d'avoir une dette vis-à-vis de cette personne? C'est à vous de trouver les réponses parce que c'est comme ça, en le conscientisant, que vous pourrez enlever le côté toxique de ce dévouement. Parce que c'est quand même dommage, de la toxicité dans du dévouement. Hein. C'est quand même de base quelque chose de beau. Mais pour moi, le dévouement, c'est aussi honorable que ce n'est poison. Voilà, c'est honorable dans Mère Teresa. C'est un poison pour cette personne qui a besoin de briller dans les yeux de quelqu'un, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'au final, comme je dis, la personne dans les yeux dans laquelle vous allez briller, cette personne, elle se sentir tout le temps plus petite. L'idée, c'est de faire grandir ces personnes, de les aider à grandir, de leur donner des clés, qu'ils se sentent grands. Et pas de venir finalement faire les choses à leur place, de faire tout à leur place pour que, comme un enfant, on fait, et puis finalement l'autre n'a rien à faire, mais ils se sentent redevables, en fait ils se sentent tout petits. Donc voilà. Donc si vous sentez, si ce sujet vous parle, c'était peut-être pour essayer de vous donner quelques clés. Comme je vous dis, ne m'en tenir pas rigueur si j'ai utilisé parfois des mots durs, c'est parfois pour essayer de réveiller les déclics, les consciences, parfois dire des mots forts pour se dire « wow, elle y va fort là !» Ouais, parfois il faut entendre certaines choses pour se dire « ouf, ouais, ça me parle ». J'aime pas comment ça me parle, mais ça me parle. Et c'est parce que j'ai une discussion aujourd'hui avec quelqu'un justement qui m'a très gentiment proposé de m'aider, de me soutenir, de faire plein de choses pour moi, d'être dévouée pour moi, et que j'ai refusé. Parce que je ne veux pas me retrouver comme cette victime finalement qui a besoin qu'on l'aide, qui a besoin... Et c'est pas de l'ego quand je dis qu'il y a besoin qu'on aide, hein. C'est pas dans l'idée de l'ego. Hein.
Je veux rester dans un lien sain, du donnant-donnant, du donner-recevoir, et pas d'avoir l'impression que je ne pourrai jamais rendre à cette personne tout ce qu'elle pourrait faire pour moi. Et je n'ai pas besoin que cette personne en fasse autant pour moi. Ce n'est pas nécessaire. Le lien peut être beau et subsister sans qu'on ait besoin d'avoir quelqu'un qui se dévoue pour vous. D'ailleurs, si vous avez besoin qu'une personne se dévoue pour vous, c'est pas ça. Parce que vous lui demandez d'en faire beaucoup, vous lui demandez d'en faire trop, vous mettez une dette, vous mettez une attente sur cette personne. Si vous attendez que quelqu'un se dévoue à vous, pour vous, c'est pas ça. Et quelqu'un qui se dévoue pour vous en n'ayant jamais le moindre retour, il y a une forme de dépendance, il y a une forme de... Je dis, ce n'est pas ça, c'est pas équilibré. Une relation pas équilibrée, c'est pas ça. D'une manière ou d'une autre, il y a un moment où ça va jouer des tours à l'un ou à l'autre. Un va se sentir soit exploité parce qu'il n'a jamais de retour, soit l'autre va se sentir vraiment diminué parce qu'il ne pourra jamais rendre. Quoi qu'il arrive, ça va creuser un déséquilibre. Donc voilà, pensez-y quand vous acceptez le dévouement de quelqu'un ou quand vous-même êtes dévoué vis-à-vis de quelqu'un. Vérifiez à ce que le lien soit sain, fluide, donnant-donnant, équilibré. Parce que sinon, vous risquez de creuser quelque chose qui déjà peut-être au départ est déséquilibré. Et interrogez-vous quant à savoir pourquoi vous voulez être dévoué ou pourquoi vous acceptez le dévouement de quelqu'un. Il y a certainement une part de vous qui se sent vide que vous essayez de combler à travers cet échange déséquilibré finalement. Je vous fais des bisous. À très vite.